Hello! Alors, j'aimerais vous demander une chose. Qui n'a jamais été confronté au sujet de se demander est-ce qu'on est en état d'aller ou pas voir une psy? On parle beaucoup de santé mentale aujourd'hui. On en parle de plus en plus en tout cas, ce qui est bien. Mais on est tous là à se poser la question, est-ce que c'est le bon moment d'aller voir une psy? Est-ce que je dois voir un psychiatre, un psychologue? Est-ce que je peux gérer mes émotions moi-même? Comment je peux faire pour travailler sur mes schémas de pensée? Toutes ces questions, en tout cas, moi, m'ont taraudé. Et je me dis que ça intéresse aussi beaucoup de personnes. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans mon cas. Et c'est pour ça que cette semaine, j'ai décidé d'inviter Anne-Hélène Claire, qui est psychologue, psychiatre et co-autrice du livre « Soyez votre propre psy », qui va nous démystifier tous ces sujets autour de la psychologie et de la psychiatrie, comment gérer nos émotions, comment se débarrasser de nos tocs et de plein d'autres sujets. J'espère que cet épisode vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris un plaisir à l'enregistrer avec Anne-Hélène, qui est d'une clarté et très pédagogue. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Anne-Hélène Claire. Bonjour Anne-Hélène. Bonjour Enga. Je suis ravie. Merci beaucoup de t'être déplacée. Eh bien, avec plaisir. Je suis très contente de passer ce moment avec toi. Et j'aimerais te demander déjà d'entrée de jeu. Tu es neuroscientifique, psychologue et psychiatre. Et psychiatre, oui, non, je ne suis pas sûre, et psychiatre. Et oui. Et j'aimerais te demander comment tu es tombée dans ça, dans cette discipline, déjà. Eh bien, j'allais dire par hasard et ensuite par affection. D'accord. Alors, par hasard au début, je suis vraiment tombée j'ai commencé par faire de la psychologie. J'étais toute jeune, je venais d'avoir mon bac, j'avais même pas 18 ans et en fait, je savais pas quoi faire. Classique. Voilà. Je pense que je suis pas la seule. Et je suis vraiment allée en fac de psychologie, déjà parce qu'il y avait une fac pas très loin de chez moi. Et ensuite parce que ma meilleure copine allait en psychologie. Oui, bon, j'avais 17 ans. Voilà. Et puis, finalement, je me suis rendu compte en psychologie qu'il y avait... alors déjà que la discipline en soi me plaisait, mais que j'aimais bien surtout une partie de cette discipline-là. J'aimais pas tout. D'accord. Qu'est-ce que t'aimais? Eh ben, j'étais plutôt intéressée par le côté neurosciences, le côté justement fonctionnement du cerveau, développement de l'être humain, toute la branche aussi statistique, parce que mine de rien, on fait des statistiques en psycho, la psychologie cognitive aussi, okay. Donc qui vraiment étudie les processus d'interaction, voilà, enfin notre façon de penser, et plus ça que peut-être l'image plus traditionnelle qu'on peut avoir du psychologue, psychanalyste qui fait C'est ça. Comme voilà. Comme un peu la série En thérapie. C'est ça. France 2. Voilà, c'était pas trop mon truc. Et donc après là je me suis dit je vais essayer d'approfondir un peu ces domaines-là qui me plaisent plus. Et j'ai changé de fac de psycho et là je me suis vraiment orientée en neurosciences. Et ensuite, j'ai carrément quitté la psychologie pour faire un doctorat de neurosciences. Donc vraiment faire de la recherche sur l'interaction entre la façon dont fonctionne notre cerveau et ses liens avec notre comportement et nos émotions. C'est vraiment ça qui me plaisait. Donc vraiment, il y a eu cette progression de dire au début c'était par hasard, ensuite j'ai vu qu'il y avait un petit truc qui me plaisait voilà. Et donc j'ai approfondi vraiment ce champ-là. Et c'est comme ça que je suis arrivée sur ce domaine passionnant qui est la façon dont fonctionne le cerveau humain, dont on peut aussi se comporter et comment est-ce qu'on peut essayer de moduler ça en fait, de changer ça avec des thérapies ou avec des médicaments. Avec des opérations aussi, ça c'était plus tard. Mais voilà, c'était vraiment ce côté-là qui m'a attirée. Trop bien. Du coup, on va en parler de tout ça, mais avant, j'aimerais... du coup, tu es toujours psychologue, c'est-à-dire que tu as quitté la psychologie, mais tu exerces encore. Oui. Ok, très bien. Oui. Et une question que j'aimerais te poser, c'est faire un petit focus entre la psychologie et la psychiatrie. Parce qu'en fait, je trouve que c'est un peu nébuleux. Enfin, en tout cas, personnellement, c'est pas encore très clair pour moi et je pense que ça ne l'est pas non plus pour certaines personnes. Est-ce que tu peux me dire la différence qu'il y a entre la psychologie et la psychiatrie?
Alors, quand on est psychologue, donc on pratique la psychologie, on n'a pas du tout le même parcours scolaire. Donc c'est une fac de psycho, de psychologie, qui dure 5 ans. Et à la fin, on a ce diplôme de psychologue ensuite, on va se spécialiser en faisant un certain type de psychothérapie. D'accord. Donc, on va aller plutôt vers le soin de l'autre avec des techniques de psychothérapie, donc d'apprendre à se comporter différemment dans le quotidien ou à parler de certaines choses. Voilà, on est vraiment par une thérapie par la parole, en fait. Quand on est psychiatre, on est médecin, donc c'est-à-dire qu'on a fait médecine. On a fait notre cursus commun de médecine jusqu'à la 6e année. Et puis après, on s'est spécialisé et au lieu de choisir gynéco, on a pris psychiatrie. D'accord. Voilà. Okay. Et donc, on est médecin et on a toutes les, j'allais dire, le rôle que peut avoir un médecin, j'allais dire de base, c'est on peut prescrire un arrêt de travail, on peut prescrire des médicaments, on peut faire des certificats X ou Y. Enfin voilà, on a vraiment cette casquette médecin spécialisée en psychiatrie. Et du coup, par rapport à nous particuliers, individus, à quel moment on peut se dire, ce qu'il me faut, c'est plus un psychiatre ou ce qu'il me faut, c'est plus un psychologue? C'est pas facile. Disons que je pense que déjà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal quand on a un problème, quelque chose qui vraiment nous handicape, quand on sent que c'est gênant dans notre quotidien, ça nous empêche de fonctionner. Il y a probablement une maladie qui est derrière ça, une maladie psy. Et là, c'est peut-être quand même bien d'aller voir un médecin, c'est-à-dire un psychiatre. Ou si on a un doute, de passer par son médecin généraliste, de lui en parler, de lui expliquer ce qui se passe, et lui peut aussi nous orienter en fonction de ce qu'il Mais par exemple, quand tu parles de maladie psychique, c'est quoi par exemple? Ça peut être une dépression classique. Je sais pas, j'arrive pas à me lever le matin, je rumine toute la journée sur des choses négatives, sur tout ce que j'ai raté, je suis triste, mes proches me reconnaissent plus, j'ai plus envie de rentrer en contact avec les autres, je prends moins de plaisir pour les choses qui me plaisaient avant. Tout ça, c'est des choses, c'était pas normal, quoi. Là, faut pas rester comme ça. Je pense que le mieux, la façon la plus pratique, c'est d'aller en parler à son médecin de famille, son médecin généraliste, ou carrément d'aller contacter directement un psychiatre. Et là, après le psychiatre, on n'est pas obligé de se dire, il y a que le psychiatre et c'est tout, on s'arrête là, on prend des médicaments et on rentre à la maison. Le psychiatre peut aussi vous conseiller de dire, écoutez, ce serait peut-être bien que vous fassiez une thérapie aussi à côté. Et donc, on peut avoir cet apport complémentaire du psychiatre qui va donner des médicaments et du psychologue qui va travailler souvent plus fréquemment avec la personne, plus longtemps, on a aussi des psychothérapies pour la dépression, si on garde ce modèle-là. C'est qu'en fait, c'est ça, c'est que si je comprends bien, le psychiatre, c'est plus quelque chose de... comme un médecin, donc il va prescrire des médicaments. Oui. Et donc, il y a action-réaction, j'ai envie de dire. Un peu. Et le psychologue, c'est plus sur le long terme, plus sur la parole. Alors, c'est vrai qu'on peut résumer comme ça et dire le médecin psychiatre soigne par des médicaments, le psychologue soigne par la parole. Après, ce qui est un peu trompeur et ce qui vient un peu brouiller les pistes et qui fait qu'on s'embrouille, c'est que on peut être aussi psychiatre et psychothérapeute. D'accord. Là, vous c'est pas drôle, sinon. C'est-à-dire qu'on peut être médecin, psychiatre, prescrire des médicaments et en même temps avoir fait une formation pour apprendre une technique de psychothérapie en particulier et apprendre aussi à soigner par la parole en plus des médicaments. Voilà. Donc, un psychiatre peut soigner à la fois avec des médicaments et par une psychothérapie, alors qu'un psychologue, c'est psychothérapie seulement, il n'a pas le droit de soigner avec les médicaments. D'accord, très clair. Et dans ce cadre-là parce que là, on a un problème peut-être maladif, donc on va voir un psychiatre. Oui. Et si, par exemple, on a des schémas de pensée, des choses un peu récurrentes qui viennent et qu'on se dit, on n'est pas dans un état maladif. Il y a quelque chose quand même qui se répète. Et on ne sait pas comment le vaincre. Ça, c'est plutôt un psychologue. Oui. Moi, j'irais plus vers un psychologue, dans ces cas-là. C'est plus moi, je dis, aller en première intention chez un psychologue quand vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous dérange un petit peu, mais que ça vous empêche pas non plus de fonctionner.
Tu aurais des exemples par exemple, de patients qui peuvent aller direct chez le psychologue. Ouais, voilà, chez le psychologue. Oui, qui ont justement ces schémas, ou bien un exemple de schéma. Ça peut être un exemple. Je sais pas. Moi, j'en ai marre. Je tombe toujours que sur des tocards. En amour. Voilà, non, mais c'est typiquement. Et j'aimerais essayer de progresser là-dessus, de savoir pourquoi je choisis plus un type de personne qu'un autre, et comment est-ce que je peux essayer de faire pour changer ça. Ou ça peut être aussi, quand on se pose des questions, j'en sais rien, sur ses relations familiales aussi, de se dire, là, ça va pas bien, chaque fois que je vais chez ma mère, on se dispute. Voilà, ça peut être j'allais dire des petites choses, mais qui peuvent aussi bouffer la vie, voilà. Bien sûr. Mais quand on a plus envie de réfléchir, comme tu disais, sur les schémas un peu qui nous dérangent, oui, ça peut être très bien. Après, honnêtement, il peut y avoir plein d'indications différentes. On parlait de la dépression tout à l'heure, mais ça peut être juste, je sais pas, j'ai pas trop le moral, mais en même temps, c'est pas non plus la catastrophe. Voilà, toutes ces choses qui sont un peu entre les deux. Je pense que là, on peut aller voir le psychologue directement. Après, faut pas oublier aussi que le psychologue, ça reste quand même un professionnel de santé. Donc, si on tombe sur un bon psychologue, il est censé nous dire au bout d'un moment, alors attendez, là, vous êtes venu me voir, vous me dites, bon, je me sentais pas hyper bien, mais en fait, non, c'est là, vous avez des idées suicidaires, faut aller voir quelqu'un. Ouais, là, c'est plus... faut aller voir un médecin. Ça, c'est un sujet aussi de comment trouver le bon psy. C'est un vrai... Enfin, voilà, c'est un sujet, quoi. C'est une vraie question. Je pense qu'il n'y a pas de recette pour trouver le bon psy. C'est comme pour trouver le prince charmant. Si on avait le mode d'emploi, on l'aurait utilisé. Alors, je ne connais pas, mais non, en fait, je pense qu'il faut pas justement s'arrêter à une mauvaise expérience. Parfois, ça passe avec quelqu'un, ça passe très bien, on se sent à l'aise, on a envie de parler. Et parfois, il y a quelque chose qui nous dérange, on se sent pas à l'aise. Et là, je pense qu'il faut pas non plus trop persévérer et essayer de trouver quelqu'un d'autre qui nous ressemble plus. Ça peut être une question de personne, ça peut parfois être une question de technique. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont être plus à la recherche de quelqu'un qui va, d'un psy, qui va davantage être dans l'écoute, avec très peu d'intervention. Et donc vous laissez parler. Et si c'est ça que vous cherchez, tant mieux. Après, il y en a d'autres, au contraire, ça les angoisse, ou ils se disent, non, moi, c'est pas ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir quelqu'un en face qui me réponde. Parfois qui m'explique les choses, et qui me donne des exercices, c'est ça, et d'avoir un vrai échange, d'avoir j'ai besoin d'être dans l'action, et donc voilà, donc ça peut être une question de technique, ça peut être une question de personne, d'affinité, et ça se voilà, donc vraiment faut pas hésiter à aller chercher ailleurs si ça marche pas du premier coup. Ouais, c'est beaucoup par recommandation d'ailleurs. Et puis ce qui veut tout et rien dire, parce qu'en même temps, même si une amie recommande un psy, on a beau être amis, peut-être que la manière dont ce psy-là fonctionne ne nous conviendra pas. C'est ça. Donc, après, il y a des psychologues ou des psychiatres qui sont très spécialisés, souvent dans certaines pathologies en particulier. Je sais pas si j'ai une phobie de l'avion, je sais que je vais aller voir plutôt telle personne, alors que si j'ai justement une humeur qui fluctue ou des choses comme ça, je vais aller voir plutôt une autre personne. D'accord, je vois. J'ai un tempérament explosif et que je vais apprendre à me calmer. Donc, parfois, il y a des spécialités comme ça. Et parfois, il y a des personnes aussi qui disent que, elles vont aller vers certains psys parce que elles sont persuadées que elles vont ces psys-là vont mieux les comprendre, de par leurs origines, de par leur vécu, etc. Toi, ça, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est pas faux. Je pense que ça compte vachement. Ne serait-ce que on peut choisir aussi son psy en fonction de son sexe, tout simplement. Bien sûr, oui. C'est-à-dire de se dire, je me sens plus à l'aise avec, je sais pas, une dame peut-être un peu âgée parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme ma maman. Voilà. Ou au contraire, moi je veux un homme, ou je veux. Donc, et puis effectivement, en fonction de ses origines culturelles, en fonction peut-être, je sais pas, de ce qui dégage, si c'est quelqu'un de plutôt apprêté ou quelqu'un au contraire de plutôt genre cool dans un cabinet qui sent l'encens. Voilà. Donc je pense que
ça faut l'écouter quelque part et pas s'interdire d'aller chez quelqu'un parce que il est pas exactement comme on voudrait, mais en même temps pas s'interdire non plus de se dire ah mais non je vais pas aller chez une femme si j'ai envie d'aller chez une femme, il faut pas que je rentre. Non, faut vraiment s'écouter. Et tout à l'heure tu as parlé justement de ce schéma, et j'aimerais juste qu'on revienne dessus, de par exemple de tomber que sur des tocards, on va se dire il y a beaucoup de gens dans ce cas. Par exemple, ce type de schéma-là, il est dû à quoi? Tu as quelques exemples juste pour... En vrai, je pense que ça peut être plein de choses. D'accord. La première idée comme ça qui me vient, c'est que parfois, on n'a pas forcément une bonne image de nous-mêmes. Ou si on tombe sur des gens qu'on pourrait qualifier de tocards, c'est parce que on pense qu'on mérite que ce genre de personnes. On s'estime pas suffisamment pour se dire je mérite quelqu'un de bien, je mérite quelqu'un qui fasse attention à moi, quelqu'un qui me valorise, qui voilà. Et donc peut-être c'est une idée comme ça, c'est une grosse généralité et en vrai ça peut être plein de raisons. Mais ça c'est la première idée qui me vient, de dire de s'estimer, de voir la valeur qu'on a, de s'en rendre compte et justement de choisir quelqu'un qui va reconnaître cette valeur-là et peut-être la potentialiser. Bien sûr, oui, c'est ça. Plutôt qu'au contraire, quelqu'un qui va mal nous traiter. Oui, un peu plus toxique. Voilà, ouais. Ok, très clair. Et une autre question que je voulais poser, c'est sur les thérapies. C'est toutes les thérapies qu'on appelle alternatives. Oui. Ça, pareil, quelle est leur place par rapport aux thérapies traditionnelles, j'ai envie de dire? Comment elles cohabitent? Qu'est-ce que tu préconiserais, toi, selon ta vision, encore une fois, tu parles en ton nom, quoi. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je pense, j'allais dire, j'ai un avis, je pense, assez nuancé. Je suis pas complètement opposée à ça. J'ai des collègues qui disent non mais c'est des conneries, faut pas énergies, faut pas engager les gens là-dedans. Ouais, bon. Après ça dépend de l'utilisation qu'on en fait, ça dépend de l'énergie qu'on met là-dedans. Moi j'ai des patients qui par exemple me disent je sais pas, en parallèle, je suis allée faire un truc avec des énergies, des pierres, je sais pas quoi. Bon, ça vous a fait du bien? Oui, bon très bien. Voilà. Du moment que ça devient pas exclusif et que ça devient pas extrême. C'est-à-dire que, mais je pense que c'est pareil pour les maladies du corps. C'est-à-dire si je vous dis vous allez soigner votre cancer par apposition de pierre sur le corps, vous allez me dire c'est pas une très bonne idée. Je vois. Par contre, si vous faites votre chimio et si vous faites tout le traitement qui est recommandé par votre oncologue et qu'en plus vous avez envie de faire ça à côté, pourquoi pas? C'est pareil pour la psy. Moi, j'ai des patients qui ont, la plupart, des vraies maladies psychiatriques et qui, en plus, font des choses à côté. Ok. Ouais, je vois. Du moment que ça vient pas contrecarrer le soin, que ça vient pas donner des barrages à ce qu'on est en train de faire nous. Et l'autre chose, c'est du moment que les patients ils perdent pas tout leur argent. Oui, parce que après là, dans ce truc-là, il y a beaucoup de dérives aussi. Il y a beaucoup de dérives. Mais ok, moi je voulais juste voir s'il y avait justement c'est possible d'avoir une complémentarité, de se dire je peux soigner certaines pathologies de manière médicale, et à côté avoir quelque chose qui me fait du bien, mais effectivement, il faut éviter les dérives, quoi. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut faire attention. Je veux dire, il n'y a pas que ça, il faut pas qu'il y ait trop ça non plus. Parce que il y a aussi le côté, alors déjà ça peut être un gouffre financier, puis il y a le côté aussi des attentes, des espoirs qu'on a pu mettre là-dedans, et quand on se rend compte qu'au bout d'un moment peut-être ça marche pas, là ça peut être dur quoi. La déception peut être dure et après il faut récupérer derrière. Alors tu es la co-auteure de ce livre qui s'appelle Devenez votre propre psy. Alors j'aimerais d'abord que tu me dises pourquoi tu as voulu écrire ce livre. Alors, en fait, ce livre, il est né vraiment d'une collaboration avec Vincent Tribou, avec qui je travaille depuis, je sais pas, j'ai au moins 10 ou 15 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, on échange beaucoup ensemble, on a cette vision assez complémentaire, je trouve, entre vraiment lui qui est psychologue, psychothérapeute, et moi qui suis plus sur le côté neurosciences, fonctionnement du cerveau, tout en gardant aussi un pied dans la psy,
Voilà. Et en fait, on s'est dit qu'on aimerait bien écrire un ouvrage justement qui s'adresse à un grand public. Jusque-là, on avait fait des ouvrages ensemble, mais qui étaient vraiment pour des spécialistes, des psychologues ou des psychiatres. Donc plus technique, quoi. C'est ça, plus technique. Et là, on s'est dit, on a envie de donner des petits tips, des petites choses au grand public et de faire quelque chose de très vulgarisé aussi, pour que les gens apprennent à comprendre un petit peu mieux à la fois les techniques qu'on peut avoir en psychologie, les problèmes aussi, peut-être mieux les identifier, et peut-être que ça les amène, soit que ça leur fasse du bien directement de lire le livre, ou que ça les amène peut-être à aller voir quelqu'un. Ouais. Moi, je trouve très bien. Il y a plein, je l'ai pas encore fini. Je vais te demander de me le dédicacer d'ailleurs. Et en fait, j'aimerais juste là, si tu pouvais nous expliquer brièvement, de manière très basique, le fonctionnement du cerveau. Parce qu'en fait, c'est de ça que va découler nos comportements, ce qu'on pense, etc. Juste les quelques zones, je pense que tu sais le faire brillamment. Donc voilà, si tu peux nous faire pour qu'on ait une petite base. Ouais. Alors, en fait, on me la pose souvent cette question. C'est assez dur en fait de répondre de façon, parce que le cerveau, moi je donne souvent cette image. C'est un peu comme si on avait une grosse machine où j'avais comparé ça une fois à un orchestre symphonique, quelque chose. Il y a un côté aussi harmonieux du traitement de l'information et qui fait que quand tout fonctionne bien, on a un truc qui est plutôt joli et que parfois il y a un truc qui fonctionne pas, il y a une fausse note ou il y en a un, je sais pas, qui s'est mis à jouer qui a tourné la page et alors qu'il fallait pas et là ça va pas. Donc le cerveau, on peut dire que c'est effectivement un organe qui va traiter tout un tas d'informations. Et ces informations, elles sont de nature vraiment très différentes. Ça peut aller de ce que je touche, le type de matière, donc vraiment d'une sensation très physique ou ce que je vois, ce que je perçois, à aussi ce que je ressens. Et on va traiter cette information et produire quelque chose en retour. D'accord. Et ce cerveau, ce que je trouve qui est vraiment, moi je trouve passionnant, c'est qu'il a la capacité de se moduler aussi. De moduler son activité, de changer son activité. Donc ça, c'est la plasticité ? C'est ça. Okay. Le côté aussi plasticité, à force de moduler les choses, à force de changer son comportement, à force de répéter des actions, etc., on va arriver à changer le fonctionnement du cerveau. Donc c'est à la fois un organe qui capte plein de choses dans l'environnement, qui est capable de les traiter de façon assez complexe et de ressortir quelque chose qui souvent est plutôt bien. Ouais. Et en même temps, un organe qui est aussi capable de s'adapter. Donc en fait, dans cette partie de l'adaptation, est-ce que ça veut dire qu'on peut dompter notre cerveau ? Partiellement. C'est un peu trop. Ouais. Moi, j'aimerais bien. Ouais. Je dirais en partie. Okay. Disons qu'on n'est pas totalement passif. On n'est pas totalement esclave de son cerveau et en même temps, on n'a pas totalement le contrôle dessus. On n'est pas totalement maître. Et comment on peut justement l'influencer ? Enfin, cette plasticité-là, comment est-ce qu'on peut la déclencher ? Est-ce que tu as des exemples aussi de types de comportements qu'on pourrait mettre en place pour... En vrai, il y en a plein. Il y a, je sais pas si tu te rappelles de ça, il y a longtemps, il y avait un programme d'entraînement cérébral là par le docteur, je sais plus quoi, un nom japonais ou asiatique, je sais plus, qui était sorti sur. En fait, on s'entraînait sur des petits jeux avec des techniques de mémorisation, de travail. Oui, ça me dit quelque chose. Oui, ça me dit quelque voilà. Chose. Et là, ils avaient fait une grosse campagne sur muscler votre cerveau, je sais plus quoi. Voilà. Ça, tout simplement, s'entraîner sur des choses comme ça permet de faire jouer juste nos fonctions cognitives. Mais ça, on peut l'avoir dans plein de choses. Je sais pas, jouer au Scrabble l'après-midi. Ouais. Ça fait fonctionner notre mémoire, ça nous fait retenir des lettres, savoir comment on peut les placer. Et ça permet de faire travailler notre cerveau. On peut le faire travailler aussi de façon... j'allais dire peut-être plus subtil en changeant notre comportement. Ouais, c'est ça que j'avais demandé. Moi, c'était plus comportemental. Ouais. Typiquement, je sais pas, on se dit qu'on a tendance à être, je sais pas, contrôlant, psychorigide, etc. Comment je fais pour l'être moins ?
Donc, c'est des comportements qui reviennent. Encore une fois, c'est des schémas. Je sais pas si je peux appeler ça des schémas, mais... Ben, c'est des habitudes. Voilà, des habitudes, plutôt. En fait, c'est des choses, des petits automatismes. Exact. Les automatismes, moi, ce que je dis à mes patients, c'est super parce que finalement, ça nous facilite la vie sans qu'on se rende compte. Un truc tout bête, savoir fermer ma fermeture éclair de mon blouson, bah, je le fais sans réfléchir, en fait. Exact, ouais. Alors qu'on voit les enfants, ils sont là, en tirant la langue, en grosse concentration pour arriver à fermer tout simplement parce que c'est pas automatisé. Parce que ça a pas été répété. Et donc, notre cerveau a cette capacité de faire une espèce d'économie cérébrale parce qu'on a répété les choses et que ça devient automatique. Ah, du coup, la difficulté est comment désapprendre. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est ça. Et parfois, bah là, la fermeture éclair, c'est super parce que ça me permet de pouvoir fermer ma fermeture éclair tout en étant au téléphone. Enfin, pas comme ça, mais avec une main, c'est compliqué. Voilà. Mais en vrai, il y a certains automatismes comme ça qui sont plus adaptés ou pas adaptés, tout court. Et là, il va falloir faire un vrai travail pour se déshabituer, en fait. Et ça, comment on fait? Et ben ça, ouais. Alors, en vrai, il n'y a pas une recette, il n'y a pas de formule magique, sinon ce serait trop facile. Je pense que déjà, le fait de savoir que ça marche comme ça, de connaître ce fonctionnement, c'est déjà une base. Parce que si on sait qu'un automatisme, c'est difficile à défaire, ça veut dire que il va falloir que je sois patient. Ça va prendre du temps. Et ça veut dire aussi que c'est pas grave si j'échoue quelquefois. Donc là, par exemple, si on prend un exemple tout bête de personnes qui disent je procrastine. Ça peut être ça? On prend ça comme exemple? Ouais, par exemple. Et du coup, de se dire, bah oui, j'avais dit que tous les matins, je ferais ça. Je vais au sport, par exemple. Tous les matins, j'irai au sport. Ouais. Et en fait, ce que tu dis, c'est que c'est pas grave si on échoue. Peut-être aussi, c'est plus la technique de se dire, on va essayer peut-être de mettre quelque chose de moins difficile. En se disant, c'est peut-être pas tous les matins, mais c'est peut-être un matin sur deux. Ou peut-être que le matin, ça me convient pas. Peut-être qu'il y a un autre moment aussi. Il faut savoir un peu s'écouter. Aussi, ouais. Essayer de se pousser un peu, mais pas trop. Et surtout d'être dans la régularité. Si on veut qu'au bout d'un moment, finalement, je suis habituée à aller au sport, je sais pas, peut-être un soir sur deux, parce que ça me va mieux le soir que le matin, j'en sais rien. Et ça me va comme ça, et je fais même plus d'efforts pour y aller un soir sur deux, parce que ça marche, quoi. Est-ce qu'elle est vraie, cette théorie des 21 jours? Tu vois, on parle souvent qu'il faut 21 jours pour instaurer une habitude. Et je me posais la question, juste, est-ce que c'est vrai? Je pense que ça dépend de quoi on parle. Ok. Ça dépend de quoi on parle. Moi, les patients que je vois, je peux vous dire qu'il faut beaucoup plus de 21 jours pour défaire une habitude. Ouais. Même pour la défaire, oui, du coup, pour la faire et pour la défaire, c'est pareil. Ouais. C'est le même. Et je pense que ça dépend du type d'habitude, effectivement, dont on parle. Ça dépend de la situation, en fait, ça dépend de plein de choses. Ok. Et c'est toujours la difficulté quand on donne une généralité comme ça, c'est que c'est peut-être une grosse moyenne, mais en vrai, il y a tellement de paramètres qui jouent. Disparité, puis même selon les personnes. C'est ça, exactement. Ouais, complètement. Et puis, les 21 jours, j'en sais rien, il suffit que pendant ces 21 jours-là, votre patron vous ait assommé de travail ou que votre copain vous a saoulé pour telle et telle raison. Et là, ça va être plus dur. Ouais. Là, j'aimerais plus parler des émotions, c'est un petit focus sur les émotions. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien qu'il y a entre le cerveau et nos émotions? Alors, je dirais que c'est comme beaucoup de choses, il va dans deux sens. C'est-à-dire qu'à la fois, on arrive à capter les émotions des autres, l'environnement peut produire comme ça chez nous des émotions. Et en même temps, quand nous, on ressent une émotion, il y a notre activité cérébrale qui se modifie. D'accord. Donc, ça va vraiment dans les deux sens. Ce lien, c'est important de le voir dans les deux sens. Déjà parce qu'à la base, le fait de voir les émotions chez les autres, dans notre environnement, ça nous a servi dans l'évolution de notre espèce. D'accord. Quand on voit que les gens autour de nous ont peur. Oui, on fuit aussi. Non, mais d'accord. ouais. Okay, pas mal. Mais c'est un instinct un peu et on capte.
très facilement ces émotions dans l'environnement. C'est pareil si on part d'une émotion un peu plus positive, mais pour le côté séduction, quand on va avoir quelqu'un qui va nous regarder ou qui va, voilà, avec insistance, on se dit, ah, voilà. Donc, il y a des choses qui passent comme ça, qu'on arrive à capter de l'extérieur, qui vont produire des émotions chez nous. Et en même temps, on a ce côté aussi où quand on ressent les émotions, on est capable de les exprimer. Ça se voit aussi dans l'environnement. Donc, il y a vraiment ce double truc. Après, la question de qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on ressent des émotions, je dirais que ça dépend du type d'émotion qu'on ressent. On a beaucoup lié l'activité de l'amygdale et du système limbique, qui est une petite partie au cœur de notre cerveau, qui vraiment est liée à la peur et aux émotions désagréables. Ça, c'est une zone qui est quand même importante et qui interagit avec d'autres structures de notre cerveau qui sont plus impliquées dans des mécanismes cognitifs. Je vais donner un exemple, moi, que j'aime, que je trouve assez parlant. C'est-à-dire que souvent, quand on a eu peur à un moment donné, on va bien retenir ce qui s'est passé. On va retenir plein de détails de la situation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien entre l'émotion que j'ai ressentie qui était très forte et mes capacités cognitives de mémorisation. Ah, est-ce qu'il n'est pas le cas quand c'est une émotion positive? Si, ça peut, hein. Ok, d'accord. Vous pouvez vous souvenir du jour de la naissance de votre enfant. Vous étiez, ah, mais je me souviens de tout. C'est vrai, okay. Voilà, de chaque moment. En fait, c'est le côté, la force de l'émotion qui compte. Ah, c'est plus la puissance de l'émotion. Ouais. D'accord, ok. Donc, plus c'est fort et plus nos capacités cognitives sont efficaces. D'ailleurs, on joue là-dessus dans l'environnement. Hein. S'il y a des publicités qui stimulent comme ça nos affects, c'est parce que quand on ressent un affect, on mémorise mieux ce qu'il y a autour, quoi. Enfin. Intéressant. Eh ouais. Et donc, les émotions, je vais en parler parce que c'est un peu, on en parle aussi pareil beaucoup, gérer ses émotions, savoir se maîtriser, etc. Comment on fait pour ne pas être submergé par ces émotions? Surtout négatives, j'ai envie de dire, la colère, la peur, etc. Comment on fait? Là aussi, je pense que d'une part, c'est prendre connaissance de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire se dire, j'ai une émotion qui est négative, je reconnais que cette émotion est négative, qu'elle entraîne un comportement qui peut-être a des conséquences aussi négatives. Parce que si j'ai de la colère, ok, c'est quelque chose de pas très agréable que je ressens en moi. Souvent, je vais avoir un comportement, je sais pas, je vais crier sur quelqu'un, ou je vais taper, ou je vais casser un truc. Et puis après, j'ai la conséquence de ça. Souvent, il y en a bien un peu après qui arrive en disant, mince, là j'ai pété un truc, zut, voilà, je vais devoir le réparer. Ou mince, j'ai gueulé sur un tel, du coup il va m'en vouloir et moi je me sens coupable. Enfin voilà. Donc il y a déjà prendre conscience de ces mécanismes-là. Mais ça c'est hyper intéressant d'ailleurs parce que c'est quelque chose que j'avais vu moi, j'avais appris à l'entendre dans un podcast américain d'une coach qui s'appelle Brooke Castillo et c'était justement ce schéma qu'il y a un fait dans la vie, il y a un fait qui est neutre, qui n'a rien de, il n'y a pas de jugement sur ce fait-là, mais que nous on va y apporter un jugement par notre pensée. Que cette pensée-là va entraîner, du coup, une émotion qui va entraîner une action. C'est ça. Et donc, conséquences, comme tu dis. Et là, il y a des conséquences. Et là, en fait, déjà, de prendre conscience de ces choses-là, d'arriver à disséquer, mine de rien, ça a l'air facile, mais en fait, c'est pas si facile. Et souvent, on arrive à le faire a posteriori. Non, mais et ça aussi, c'est déjà bien. On a déjà cassé. Et là, on peut se poser un petit moment et se dire, bon, là, ok, il s'est passé ça. Est-ce qu'on peut essayer de reprendre les choses? À la base, c'était quoi qui m'a énervé? La puissance de l'énervement, de la colère, c'était, je sais pas à combien, de 0, je suis pas en colère, à 10, j'ai envie de tout éclater. Ok, et puis là, voilà, effectivement, quel était le comportement que j'ai eu et quelle en a été la conséquence. Et puis, à force d'entraînement, c'est pareil, peut-être que ça, on arrivera à avoir un petit peu plus de distance la prochaine fois qu'on se retrouve dans une situation un peu similaire, en se disant, oula, tu te souviens, la dernière fois... T'avais un peu abusé. Voilà. Et puis après, c'est apprendre justement des petites techniques qui ne seront pas forcément les mêmes pour tout le monde. Mais si on peut en donner une, c'est tout simplement d'arriver à décaler le comportement, à se dire, ok, là, je ressens une émotion, j'arrive à l'identifier, je suis en colère,
je vais me poser 5 minutes, je sors de la pièce 5 minutes, je souffle. Et si dans 5 minutes, quand je reviens, j'ai toujours envie de dire un sale truc, peut-être je le dirais. Ouais. Mais au moins, je m'accorde ces 5 minutes. Voilà. D'accord. Et souvent, en fait, on se rend compte que si on décale comme ça, l'émotion négative, elle va retomber doucement. Là encore, ça demande d'être répété. C'est-à-dire que la première fois qu'on fait ça, les 5 minutes, ça va être dur. Ouais. On a trop envie de rentrer dans la pièce et de dire non, mais voilà. Et puis, au bout de 10 fois, 15 fois, là, ça va, les 5 minutes, ça va passer crème, quoi. Pas mal ça. Voilà. De faire juste un pas de côté en fait. C'est ça. Okay. C'est l'expression tourner sa langue. Cette fois dans sa voilà, exactement. Super. Et là, du coup, dans les émotions, j'aimerais parler d'une émotion particulière qui est la peur et l'anxiété. Je pense que c'est dans la même famille, non? Oui, ça se ressemble. Hein. Ouais. Enfin, la peur, c'est une émotion assez primaire. L'anxiété, c'est qu'on y a ajouté une dimension cognitive, c'est-à-dire des pensées. Ah, c'est ça. Ouais. Parce qu'on parle beaucoup souvent d'overthinker, les gens qui pensent beaucoup. Ouais, qui ruminent, Voilà. Ça, oui, j'aimerais bien disséquer un peu ça. Du coup, c'est intéressant parce que moi, je savais pas du tout que l'anxiété, on y ajoute une pensée. Donc, tu peux expliquer ça plus... en fait, la peur, c'est vraiment une émotion assez primaire. C'est-à-dire, je traverse la route et j'entends un crissement de pneus. Et là, tout de suite, j'ai quelque chose un signal d'alarme dans mon cerveau qui vient... et là, j'ai eu peur. C'est vraiment quelque chose d'assez basique qui fait référence à notre instinct de survie, en fait. C'est ça. Très animal, en fait. Ouais. Dire, voilà, alors que l'anxiété, on le voit souvent, c'est que les personnes sont capables de vraiment d'élaborer quelque chose en disant ouais mais alors un tel il est en retard, si ça se trouve c'est qu'il a eu un accident, ou si ça se trouve c'est que je sais pas il a eu un problème au travail, ou alors il veut pas me voir. Oui, se faire en fait des films en fait. Exactement. Se créer des histoires. Et souvent tous les processus anxieux ça se base comme ça sur des hypothèses, peut-être que machin. Et donc il y a quelque chose de très réfléchi. En fait, c'est vraiment une pensée, il y a un scénario, souvent c'est construit, et c'est un petit peu ce que tu disais aussi, les gens qui ont tendance à ruminer en fait, à penser tout le temps, à se faire des films. Alors, je trouve qu'il y a un côté positif à ça, c'est que parfois quand on a tendance à avoir un monde intérieur assez riche, c'est vrai. à beaucoup se parler, on est souvent aussi peut-être plus réfléchi, peut-être plus créatif aussi oui. plus il y a un côté où avec beaucoup souvent d'introspection, on se remet en question, on se pose des questions sur soi, on est aussi attentif à ce que peuvent renvoyer les autres autour de nous. Donc ça, c'est des choses aussi assez positives. Après, le côté négatif, c'est que souvent, ça produit l'émotion désagréable qu'est l'anxiété. Oui, c'est ça. Et oui, c'est ça. Et moi, la question que j'allais te poser, c'est comment on sort de ce cercle. Alors, parce que du coup, on peut avoir une anxiété chronique. Oui. Et on a toujours peur. Oui. Voilà. Je pense que là encore, c'est vraiment adapté à la personne et à la situation. Il y a des gens qui sont anxieux pour tous les petits problèmes du quotidien. Sans vraiment distinction. L'anxiété, elle est un peu diffuse, elle se porte sur tout et n'importe quoi, un peu tout le temps. Et il y a des gens qui vont être anxieux pour un truc en particulier. Par exemple, vont vous dire non mais là, parler en réunion, pour moi, c'est pas possible. Ok. Ça me fait paniquer. Ouais. Ou alors, une phobie très classique, je sais pas, la phobie du vide, quoi. Non, moi, c'est mort, je monte pas à la Tour Eiffel. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est déjà deux choses différentes. Donc, il faut vraiment savoir sur quoi porte l'anxiété. Et puis, ensuite, c'est, encore une fois, arriver à trouver une technique qui peut être adaptée. Savoir ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle la psychoéducation, comme pour la colère, comme pour les autres de quoi, thématiques. Le fait d'identifier la peur. Exactement. Okay. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Quelles sont les pensées qui vont me procurer plus d'anxiété? Quel est le degré d'anxiété que je vais ressentir? Et qu'est-ce que ça va me faire comme comportement? Est-ce que je peux travailler sur ce comportement? Est-ce que, par exemple, si je suis hyper angoissée parce que à chaque fois quelqu'un est en retard, je lui envoie 48 textos en disant « Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Voilà, t'es pas fâchée? J'ai dit un truc qui allait pas. » Ah oui, je vois. Voilà. Et là, ça va être peut-être d'apprendre à moins envoyer de messages.
et se dire, je tolère cette anxiété. Et au lieu d'essayer de la chasser à tout prix, de faire plein d'efforts pour la faire disparaître rapidement, je vais la tolérer et la laisser couler tout doucement. Et on se rend compte qu'en faisant ça, elle reviendra moins souvent. Ok, donc encore une fois, ce truc de plasticité, à force de faire, on prend l'habitude. En fait. Exactement. Et est-ce que c'est la même chose aussi pour... je regardais un documentaire une fois sur les troubles alimentaires, est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que c'est lié à ça aussi, de se dire, parce que c'est quand même un comportement? Oui, je vois. Ça n'a rien à voir. En fait, ça dépend du trouble alimentaire. Okay. Peut-être ce à quoi tu fais référence, c'est les gens qui ont tendance à manger un peu trop de chips ou de gâteaux quand ils sont pas bien. Quand ils sont pas bien. Parce que non, mais c'est ça. J'imagine. Alors ça, oui, c'est en fait dans un cas un peu plus extrême, l'anorexie, la boulimie. Ça c'est différent. Ça c'est différent. Ouais. Okay. Là, on est vraiment dans le cas de l'anorexie et de la boulimie, on est vraiment sur des maladies, de la même façon que la dépression ou que d'autres, des troubles anxieux. Voilà. Okay. On est vraiment sur des maladies neuropsychiatriques. Voilà. Mais du coup, c'est bien lié au cerveau. Toutes les maladies psychiatriques quasiment ont un lien avec le cerveau. Bien sûr. Même, je dis quasiment, mais toutes psychiatriques. Voilà. La seule chose, c'est qu'on sait pas toujours très bien quel lien. Quel lien, je vois. Mais, donc c'est pas encore très précis. Ça l'est plus pour certaines maladies que pour d'autres. Mais en tout cas, toutes ont un lien avec notre activité cérébrale. Mais le côté, peut-être que tu disais, où on a tendance à gérer ses émotions avec la nourriture, ça aussi, ça s'apprend. À enlever cette mauvaise habitude, si on peut dire, si on a envie de l'enlever, parce qu'après, on peut, voilà, ça se trouve, il n'y a aucune conséquence, et voilà. Et là, c'est pareil, on peut utiliser, la technique que j'ai donnée tout à l'heure, par exemple, de décaler, de dire, ok, là, j'ai super envie de manger un paquet de chips, j'aurai le droit de manger le paquet, mais j'attends 10 minutes. Et puis, je mange pas tout le paquet, je mange 3 poignées de chips. Et puis, j'attends encore 10 minutes avant les autres. Voilà, de se déshabituer un peu comme ça. Trop bien. Dans tes travaux, tu as beaucoup travaillé sur les TOC. Et déjà, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qu'un TOC, tout simplement. Alors, déjà, c'est le TOC, donc trouble obsessionnel compulsif. C'est une maladie donc neuropsychiatrique qui avant était appelée la névrose obsessionnelle. Je sais pas si tu avais entendu parler de... Non, je connais juste le TOC. Bon, c'est déjà bien. Tout le monde connaît pas. Donc c'est une maladie qui est composée souvent de deux grands types de symptômes. On a des obsessions, c'est-à-dire des pensées qui nous reviennent dans notre tête sans cesse, qui sont angoissantes, toujours sur la même thématique, et dont on a très envie de se débarrasser tout de suite. Alors, c'est important cette notion d'angoisse et cette notion aussi d'urgence. Oui, d'urgence à vouloir faire le comportement pour s'en débarrasser. Mais cette notion d'angoisse, elle est importante parce que on a souvent tendance dans le langage courant à dire celui-là il est obsédé. Alors oui. De plein de thématiques. Voilà. Mais oui. Donc obsédé, ça peut faire je suis obsédée par le mec que j'ai rencontré hier soir et ça c'est plutôt souvent agréable. Donc ça non, c'est pas dans le cadre d'un TOC. Ou ça peut être obsédé sexuel et là non, c'est souvent pas dans le cadre d'un TOC non plus. Ça fait référence à peut-être d'autres maladies psychiatriques. Donc, c'est vraiment cette notion de pensée. Je pense que les thématiques les plus typiques qu'on retrouve d'obsession dans les TOC, c'est la peur de la saleté. Oui, c'est ce que j'ai... En fait, et ça, c'est quand on parle de TOC, souvent, c'est... même les gens vont se définir eux-mêmes. Non, mais j'ai des TOC, alors que peut-être que c'est pas un TOC. C'est ça. Et c'est ça aussi, c'est quoi la différence entre un TOC et une habitude? Parce que les gens qui vont s'autoproclamer avoir des TOC, c'est pour ça que je demandais justement la précision de... Oui, alors dans le deuxième volet de la maladie, il y a les compulsions, tous les comportements qu'on fait sans cesse, sans pouvoir s'en empêcher, se laver les mains très fréquemment si j'ai peur de la saleté, mais je me lave tellement les mains qu'en fait je peux avoir vraiment des crevasses, ou j'ai certains patients qui se lavent à la javel, des choses qui sont vraiment très handicapantes, ou qui passent genre 2 heures sous la douche. Et là, on retrouve un peu, pour répondre à ta question, cette notion de handicap. C'est-à-dire que faut pas oublier que dans TOC, il y a obsessionnel compulsif, mais il y a trouble. Et ça, trouble, c'est à partir du moment où ça me gêne, où c'est une maladie, où ça m'empêche de fonctionner. Peut-être que ça m'empêche de sortir de chez moi, parce que je vais mettre 2 heures à vérifier ma porte. Et que donc, je me dis, non, je vais pas sortir. Donc, peut-être que je veux plus aller travailler, parce que je considère que tout
tout est contaminé au travail, les gens sont dégoûtants. Et est-ce qu'il y a un terreau Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont plus à même à développer des TOC ou pas? Oui, probablement. Après, la recette du terreau, on la connaît pas vraiment précisément. Mais oui, il y a un terrain comme ça favorable au développement des TOC ou à d'autres troubles anxieux. Ce qu'on retrouve, c'est souvent des personnes qui ont déjà une base anxieuse. C'est-à-dire, on n'est pas tous anxieux, hein. Il y en a, en général, on le sait quand ça nous tombe dessus. On se dit, oui, j'ai plutôt tendance à me faire du souci, même si ça me gêne pas. J'ai plutôt tendance à me faire du souci. Donc, c'est souvent ces personnes-là. Et après, on sait qu'il y a aussi un lien avec la génétique. D'accord. C'est-à-dire que si un de vos deux parents ont des TOC, vous avez plus de risques d'avoir un TOC que le voisin. Là encore, c'est pas du 50-50, c'est pas voilà. Il y a un terreau, quoi. C'est ça. Il y a des facteurs de risque comme ça qu'on retrouve. Ok. La dernière question avant qu'on passe du coup au Tamil Gatémeri, c'est dans les questions usuelles du podcast. Ce livre, moi, je le trouve chouette. Donc, devenez votre propre psy. C'est bien votre propre psy. C'est bien souligné. La question que je me demandais, que je me posais, c'est là, du coup, on donne beaucoup de clés à la personne, à nous, de devenir notre propre psy. Est-ce que c'est pas non plus une charge de dire, en fait, si vous ne réussissez pas, c'est votre faute, quoi? Ouais. Un peu culpabilisant. Exact. Ouais. Et de pas, du coup, tenir compte de l'environnement, ouais. Voilà. Je pense que, ça peut. C'est-à-dire si vraiment on prend ça, j'allais dire, dans son côté extrême. Après, l'idée aussi, c'est d'apporter des connaissances aux gens qui n'en ont pas ou pas assez ou qui en demandent plus. Et peut-être moi je vois plutôt ce livre comme un espèce de marchepied. C'est-à-dire que soit le marchepied, ça nous suffit pour atteindre la hauteur qu'on désire et à attraper ce qu'on veut, soit au contraire, c'est quelque chose qui est entre les deux, voilà, et qui va nous permettre d'aller voir ensuite peut-être un professionnel, un psychologue ou un psychiatre, parce que on s'est rendu compte qu'il y avait un problème et un problème qui nous dépassait. Et aussi, je trouve que il y a quelque chose que vraiment on a voulu transmettre dans ce livre aussi, c'est le côté espoir. C'est-à-dire de dire, oui, il y a des soucis. On fait un peu le tour de plein de soucis. Il y en a d'autres, mais et ces soucis-là, on peut les résoudre. Et vous avez les clés pour les résoudre. C'est pas foutu. Oui. Et voilà, il n'y a pas de déterminisme, quoi. C'est vraiment on a la main ça. Et qu'on est. Oui, bien c'est sûr, ça. Et puis il y a le côté aussi qu'on a voulu faire passer déstigmatisant. C'est pas voilà, on n'est pas fou, on n'est pas je trouve qu'il était assez important de rendre la psychologie un peu accessible à tous et que ça devienne quelque chose de plus commun, d'un peu basique, quoi, de dire oui, je vais chez mon psy, un peu comme je dirais non, désolé, je vais chez le dentiste. C'est ça. et ça, toi, tu le sens, ce changement de vision, enfin de comment on appelle ça, de perception de la thérapie aujourd'hui? Oui, un peu. Peut-être pas assez vite, mais ça sent un peu. Je pense que les jeunes sont davantage enclins à consulter et aussi il y a moins de tabous, il y a moins de honte autour de la maladie mentale. Alors ça, c'est vraiment dans les extrêmes, la maladie mentale, mais même au fait d'avoir besoin de l'aide de quelqu'un pour mieux fonctionner dans la vie. Et ça devient, même parfois, ça devient même un peu chic d'avoir son psy. Et est-ce qu'il y a des personnes qui vont chez le psy juste pour dire j'aurais juste envie de voir un psy? Bien sûr. Ouais. C'est un soutien. Ok. Il y a ce qu'on appelle les thérapies de soutien. Ok. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller raconter des choses à ses amis, à ses amis, ou parfois c'est bien d'avoir une oreille neutre et d'avoir peut-être aussi un retour et de rien, même si c'est la thérapie de soutien, on vous fait toujours travailler un petit peu sur certaines choses. Peut-être qu'on va repérer certains schémas qui reviennent tout le temps, ou qu'on va repérer certaines choses qui vous handicapent plus que d'autres, et que là, on va pouvoir vous faire avancer. Je vois. Il y a une notion dont je parle beaucoup dans ce podcast, celle de sweet spot. C'est l'endroit où on se sent bien et à sa place. Ouais. En quoi tu te sens à ta place aujourd'hui avec ce que tu fais dans ta vie personnelle comme professionnelle, vraiment? Alors, je pense
moi, ce que j'aime bien dans ce que je fais, c'est le côté intégration de différents champs, d'être à la frontière entre différentes choses. Ça, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé. C'est-à-dire que je suis vraiment à la frontière entre la médecine, la psychologie, le fonctionnement du cerveau, enfin, et en même temps aussi à la frontière de la connaissance, parce que je continue à faire de la recherche et j'essaye toujours de grignoter un petit peu de connaissances, d'avancer un petit peu. Et en même temps, je me rends compte qu'il y a aussi plein de choses que je ne sais pas et plein de choses qu'on ne sait pas. Donc, je dirais que plutôt c'est cette notion à la fois d'intégrer différents concepts et aussi d'être à la frontière des choses. Et d'avoir du coup le champ des possibles pour encore se développer, explorer, apprendre. C'est ça que je trouve excitant. Bah ouais, clairement. Génial. Je vais passer rapidement sur les questions usuelles du podcast. C'est des questions que je pose à tous mes invités. Tu as le droit d'y répondre de manière successive, rapide ou pas. Quelle est ta plus grande peur dans la vie? Ma plus grande peur, je sais pas, je vais dire un truc terriblement banal. Je sais pas, finir seule quelque part, isolée, sans famille. C'est une peur. Ouais. C'est-à-dire perdre vraiment mon entourage à la fois familial, amical, qui est très important pour moi. Je vois. Quelle est la leçon de vie que tu as pris le plus de temps à apprendre? Je dirais le plus de temps à apprendre. Peut-être essayer de prendre du recul par rapport aux choses. J'ai un côté où je suis très bosseuse, où je fonce tête baissée et je continue encore aujourd'hui d'apprendre à essayer de prendre parfois un peu de recul et me dire attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu vas autant t'obstiner pour ce truc-là? Voilà, je dirais que c'est ça. Ok, très bien. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? On en a donné plein. J'imagine. J'espère qu'on continuera encore à un moment donné. Prends soin de toi. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es sentie libre pour la première fois? Bah non. Mais en fait, j'allais dire tant mieux, parce que je pense que je me suis toujours sentie libre. Ah, trop bien. Donc j'ai pas de moment. Je me suis toujours sentie libre et ça, je pense que c'est plutôt bien. En même temps, j'ai eu un milieu aussi, une famille, un entourage où on m'a toujours dit que je pouvais faire ce que je voulais, dans la limite du raisonnable. Mais voilà, que j'avais pas de limite à la fois de métier, de lieu où je pouvais habiter, de choix de vie, voilà. Très bien. Qu'est-ce que la réussite pour toi? Je dirais que elle est compliquée cette question. Je dirais que c'est plutôt sa réussite que la réussite. Oui, la réussite, elle est très réussite. À moi? À toi. D'essayer d'avoir quelque chose d'assez, c'est un peu ambitieux, d'avoir quelque chose d'assez complet à la fois sur le plan professionnel et personnel, c'est d'être vraiment satisfaite dans ces différents domaines. Donc oui, je dirais quelque chose de complet et d'harmonieux. Je sais pas si ça répond totalement. Je sais pas si tu peux plus développer. Oui, je comprends. C'est vraiment ce côté, d'équilibre, quoi. C'est ça, arriver à trouver l'équilibre. Ce qui est pas facile, je trouve, quand on fait des métiers, dans la médecine où on est quand même très sollicité sur le plan professionnel. On travaille beaucoup, on fait des gardes, voilà. Et donc c'est vraiment un effort, je trouve, d'essayer de garder cet équilibre. Et comment tu y arrives, toi? Difficilement. Je pense qu'il y a toujours. Je pense qu'il y en a qui arrivent mieux que moi. Bon, il y en a qui arrivent moins bien aussi. Mais c'est vraiment une attention constante. C'est se mettre des limites constamment. Dire non, là je rajoute pas un truc. Non, là j'ai dit que je partais à 19h. À 19h je pars. Voilà, c'est d'essayer vraiment de faire des efforts en fait. Je vois. Très clair. Et est-ce que tu as un livre, un documentaire, je sais pas, une ressource que tu aimerais nous partager à nous, auditeurs et moi-même? Alors moi, il y a un livre, j'irais peut-être une série de livres, je sais pas si on a le droit à une série dans la... Tu peux. Moi, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est les livres de Philippe Delerme,
Ça s'appelle La première gorgée de bière, je crois, et autres plaisirs minuscules, ou un truc dans le genre. Okay. Et en fait, c'est vraiment la première fois que j'étais face à un tel genre de livre, on va dire. Ouais. C'était un livre qui était à mon grand-père, et puis je l'ai trouvé sur la table basse, et je dis je peux regarder. Et en fait, c'est vraiment j'allais dire presque des petits poèmes, enfin des textes très courts, et qui se focalisent sur des activités du quotidien, en essayant vraiment de se focaliser justement sur ces petits plaisirs. Et là, dans le titre, c'est La première gorgée de bière. C'est vraiment d'analyser tous les effets qu'on ressent, toutes les saveurs qu'elle a, cette première gorgée de bière. Et j'ai beaucoup aimé ces livres-là. Il y en a d'autres ensuite. Okay, je vais regarder. Et je trouve parce que ça nous force, ou tout du moins ça nous éclaire sur les petits plaisirs du quotidien et les petites choses positives qu'on a dans notre quotidien, auxquelles on fait pas trop attention. Clairement. Et j'ai vraiment trouvé ça joli. Ouais. Bah, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, quand on est un peu dans notre train-train, on a la tête dans le guidon et on n'arrive pas justement à apprécier les moments. Effectivement, ça fait du bien de prendre une pause et de se dire ce que je vis est chouette. C'est ça. Ouais, et parfois, c'est des petites choses, une gorgée de bière, honnêtement, c'est pas incroyable, quoi. Enfin, donc, ce côté petit bonheur du quotidien que j'ai beaucoup aimé. Complètement. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Quelque chose que tu aimerais ajouter? Une question que je ne t'ai pas posée, que tu aimerais... ou bien une chose que tu aimerais partager? Est-ce que tu as passé un bon moment? Voilà. Oui. Oui, j'ai passé un très bon moment. Moi, j'espère que ça aurait pu permettre peut-être à certaines personnes de peut-être d'aller voir un psy s'ils en ont besoin, ou de peut-être aussi être moins dans le jugement avec des personnes qui y vont, ou d'avoir envie de s'informer sur une maladie en particulier. Peut-être aussi de se rendre compte, moi j'aime bien ce côté-là, que les psys sont pas tous vieux avec des barbes, et voilà, et que c'est vrai, il y a beaucoup de stéréotypes, et c'est ça, et de se dire on peut tomber sur quelqu'un qui nous ressemble, ou qui qui peut justement faire des blagues. Là, moi je fais des blagues parfois avec mes patients, je les taquine, je les fais rire, et je pense que c'est important de déconstruire cette image, de déstigmatiser les personnes qui souffrent de ces maladies, et de pas hésiter à aller voir un psychologue ou un psychiatre. Trop bien, chouette. Du coup, moi, j'encourage tout le monde, en tout cas, à lire ce livre. Devenez votre propre psy, parce qu'il y a plein de tips, mais vraiment, plein de tips hyper intéressants. Merci. Merci beaucoup, Anne-Hélène. Merci à toi. À bientôt. Oui.